Nous allons commencer ce journal en faisant un point sécuritaire sur les développements de la nuit dernière. Oui, avec une poursuite des tirs de missiles balistiques iraniens durant la nuit dans le nord et le centre d'Israël ainsi qu'en Samarie. Par 2 fois, les habitants de ces régions ont dû se réfugier dans les abris ou dans les chambres blindées. Il y a eu également des alertes dans le Golan et en Galilée. Tous les missiles iraniens ont été interceptés. Et puis, il faut le souligner, hier dans l'après-midi, on a recensé des chutes de débris de missiles précisément à Jérusalem sur l'esplanade du Mont du Temple. Et oui, sans faire de blessés ni de dégâts. Des fragments de missiles ont également été retrouvés hier à proximité de l'église du Saint-Sépulcre, toujours dans la vieille ville de Jérusalem. Au sein de la police israélienne, on a dit que ces chutes prouvent que les missiles ne font pas de distinction, ça on l'avait compris, entre lieux saints juifs et musulmans. Ceci étant, l'armée de l'air israélienne a poursuivi durant la nuit ses raids aériens contre des positions iraniennes et également contre des positions du Hezbollah dans le sud de Beyrouth. Et justement, on fait le point sur la situation sécuritaire au sud Liban. Oui, effectivement, les sites d'information israéliennes ce matin font état d'une entrée plus massive de soldats israéliens à l'intérieur du sud Liban. Sur les réseaux sociaux, on peut voir des combattants de la brigade Givati se préparant hier soir à entrer au Liban. Et le ministre de la Défense, Israël Katz, a confirmé le début d'une véritable opération terrestre israélienne dans ce qui est désormais considéré comme la future zone de sécurité au sud Liban, en deçà du Litani. L'objectif des forces israéliennes est de détruire la première ligne de maisons libanaises qui donne sur le nord d'Israël et qui menace le territoire israélien. Cette présence israélienne au sud Liban inquiète plusieurs pays occidentaux comme la France, le Canada, la Grande-Bretagne et l'Italie qui ont appelé à empêcher une offensive terrestre israélienne de plus large envergure dans le pays du Cèdre. Les Israéliens affirment que parallèlement à cette opération terrestre, ils sont prêts à négocier les termes d'un accord avec le Liban. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, était justement hier en tournée d'inspection dans le nord d'Israël. Oui, le général Zamir a rendu visite aux forces israéliennes qui sont donc déployées à la frontière entre Israël et le Liban. À cette occasion, il a expliqué que l'affaiblissement de l'Iran affectait durement le Hezbollah. L'impact des coups portés à l'Iran se ressent très nettement au Liban, a-t-il déclaré. Et actuellement, le mouvement terroriste paie le prix lourd pour avoir pris part à la confrontation. Plus de 400 terroristes du Hezbollah ont été éliminés depuis le début de la guerre, dont plusieurs officiers supérieurs. Le mouvement terroriste chiite est actuellement dans une guerre de survie, affirme le général Eyal Zamir, et nous avons l'intention d'accentuer notre opération en territoire libanais. Hier, le porte-parole de Tsahal, le général Efi Defrin, a évoqué une activité terrestre limitée de Tsahal sur le sol libanais. Et l'on estime côté israélien qu'il n'y a pas de limite dans le temps pour cette opération militaire terrestre au sud Liban et qu'au cours des prochains jours, plusieurs autres brigades de Tsahal devraient pénétrer également dans cette région du sud de Liban, donc pour une opération militaire qui devrait prendre de l'envergure. Et côté libanais, on tente de limiter de plus en plus l'influence du Hezbollah. Oui, et cela se manifeste en particulier dans les médias libanais qui annoncent que le gouvernement a demandé aux médias de cesser d'utiliser le terme de résistance lorsqu'il s'agit du Hezbollah. Ce n'est pas tout. Le tribunal militaire libanais a inculpé des terroristes du mouvement chiite pour avoir été en possession d'armes illégales. Ces terroristes sont accusés d'atteinte à la sécurité nationale. On évoque ces déclarations du président Donald Trump qui s'est exprimé la nuit dernière à propos de la fin de la guerre. Nous pouvons terminer la guerre cette semaine, mais je ne pense pas que c'est ce qui va se produire, a dit le président américain. Cela interviendra prochainement. Et alors nous aurons un monde beaucoup plus sûr, a dit le président, qui a précisé que le principal problème était qu'il ne savait pas à qui s'adresser en Iran, car selon lui, tous les leaders ont été éliminés. En marge, le président a exprimé son vif mécontentement face au refus de puissance occidentale de l'OTAN de participer à la coalition internationale visant à protéger le détroit d'Ormuz. J'ai toujours dit que ces pays, en particulier sous-entendu la France, mais aussi la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ne viendraient pas nous aider lorsque nous en aurions besoin. Désormais, nous devrons en tenir compte. Et puis, une information à confirmer, le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei aurait été exfiltré d'Iran. Oui, il aurait été évacué vers Moscou pour y subir de sérieux traitements médicaux. On estime que Khamenei a donc été très sérieusement touché au début de la guerre dans la frappe qui a éliminé son père et décimé une partie de sa famille. Il semble que Mojtaba Khamenei ait été très sérieusement blessé, que les hôpitaux iraniens ne soient pas capables de le soigner convenablement, donc ce qui a conduit à solliciter, on va dire, l'aide et le soutien des Russes et donc son acheminement vers un hôpital à Moscou. Apparemment, on n'en sait pas plus et il faudra vérifier si cette information est confirmée dans les prochaines heures. Merci à vous, Daniel Haïk. On vous retrouvera dans moins d'une demi-heure pour votre revue de presse israélienne. À tout à l'heure.
Une page météo pour compléter ce premier journal. Sachez que le temps est ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien, de plus en plus doux. Les températures sont en hausse. 19 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et Ashdod, 21 à Netanya et Haïfa, 24 degrés à Beersheva et 27 à Eilat. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Alexandre Delval. Alexandre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes géopolitologue, en particulier auteur du Nouvel Ordre Post-Occidental qui est sorti très récemment en librairie. Merci d'accepter de répondre à nos questions sur cette guerre qui se poursuit. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans une période de piétinement, où on est en train de piétiner concernant les actions de l'armée israélienne et de l'armée américaine, ou alors les deux armées, les deux pays vont selon les plans qui ont été prévus à l'origine? C'est très compliqué de répondre quand on n'est pas soi-même dans les scénarios des militaires qui ont été planifiés depuis des mois, bien entendu. Les Américains et les Israéliens ont coordonné, ils avaient des worst case, ils avaient des différents scénarios, plan A, plan B, et à chaque fois avec les sous-plans, les conséquences possibles. La CIA d'ailleurs avait émis des réserves sur certains scénarios, le Pentagone aussi, Kane, le chef d'état-major américain également. Donc voilà, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai l'impression que les destructions structurelles prévues par les deux armées sur les rampes de lancement, les missiles, les éliminations, certaines infrastructures, et récemment avec des bombes extrêmement puissantes, GBU-57, tirées par des B2 ou des B1 ou des B52, cette partie-là, quand même, progresse et se déroule comme prévu, voire même en avance, et parce que tout simplement, l'Iran n'a plus aucune défense. Le ciel iranien est totalement à la disposition des Américains et des Israéliens. Par contre, pour ce qui concerne la guerre non classique, oui, la guerre hybride, la guerre asymétrique que le régime iranien, qui n'est pas stupide, faut jamais sous-estimer un ennemi, même quand il est un ennemi théocratique et dictatorial, derrière ce régime, il y a quand même une civilisation et un pays qui produit beaucoup d'ingénieurs chaque année, d'où l'élimination de certains scientifiques. Oui. Donc moi je pense que la difficulté, c'est la guerre hybride, c'est la guerre asymétrique. Après Hormuz, il peut très bien y avoir la mer Rouge avec les Houthis, même s'ils ont été calmés, ils ont fait un deal avec les Américains en avril dernier, mais tout de même, il y a aussi 235 000 chiites des 80 milices chiites d'Irak. Donc on n'a pas vu encore tout le pouvoir de nuisance de ce régime qui va jouer sur les installations pétrolières, sur peut-être de plus en plus des attentats quand les missiles pourront plus être utilisés. Ils ont encore des dizaines de milliers de drones. Ils peuvent faire beaucoup de dégâts asymétriques avec des drones. Donc, ils peuvent abîmer l'économie mondiale et créer un choc pétrolier. Ça, je pense que c'est ça que essaie d'enrayer M. Trump. Alors justement, M. Trump essaye de... C'est la partie la plus difficile à enrayer, voilà, pour vous répondre. Oui, voilà. Alors, on voit Donald Trump qui essaye de créer une sorte de coalition internationale qui pourrait garantir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Ça a l'air difficile. C'est pas étonnant que Donald Trump rencontre autant de difficultés dans une telle initiative, surtout par exemple par rapport à ses alliés du Golfe Persique? Non, c'est pas du tout étonnant parce que on a le problème des assurances. Même si on escorte des bateaux, quand des bateaux savent qu'ils peuvent peut-être être endommagés, ils sont chargés de pétrole ou de gaz liquéfié, si vous voulez, les assureurs ne sont pas prêts de revenir à une certaine tranquillité. Et on sait que le blocage d'Ormuz, au départ, a commencé surtout par les assurances londoniennes, dont la Lloyds, qui ont dit, nous, on ne peut pas réassurer, et on les comprend. Et donc, avant même que le Hormuz soit bloqué physiquement, d'ailleurs, il n'est pas totalement bloqué. Oui, il n'est pas totalement bloqué. Des bateaux passent, suivant les deals avec le régime, peut-être qu'il y a la corruption, etc. C'est surtout les Américains et les Israéliens qui sont bloqués ou alliés. Et donc, le problème, ça va être de rendre les assurances confiantes et accessibles. Donc, de toute façon, même s'il y a de la réassurance, elles vont coûter très cher
Donc on a un énorme problème en ce qui concerne la faisabilité de la remise en route normale dans ce détroit. Même s'il y a des escortes, on n'est pas prêt de revenir à une confiance. Et l'économie, comme la finance, souvent, c'est assez psychologique. Alors, je voudrais tout de même revenir avec vous sur l'un des objectifs, en tout cas pour les Israéliens, c'était soit de remplacer le régime iranien, soit en tout cas de créer des conditions nécessaires pour permettre au peuple iranien, aux opposants iraniens de se soulever. Or, on voit, on est déjà presque une vingtaine de jours de la guerre et on ne voit pas de soulèvement, on ne voit pas d'un réveil de la population iranienne. Et on a l'impression qu'elle se cache derrière les ordres de Netanyahou et de Trump de ne pas sortir. Mais on a véritablement, par exemple, il n'y a pas d'indice véritable de brèche par exemple, que ce soit dans les gardiens de la Révolution, les Basiji, pas véritablement de changement à ce niveau-là. Comment vous expliquez? Est-ce que vous êtes étonné de cette passivité? Alors, premièrement, je rends hommage à votre professionnalisme parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont dans l'humeur, dans l'émotion, et moi aussi, j'aimerais la chute de ce régime, mieux vaut le préciser, parce qu'après, on est suspect de... Dès qu'on n'est pas dans l'émotion, le wishful thinking, tout va aller bien, vous savez, comme la Seconde Guerre en Irak, il y aura une parfaite démocratie. Comme on est suspect d'être finalement un peu tiède et presque pro-régime, du coup, tout le monde dit non, le chat va revenir, c'est bientôt la démocratie, on n'est pas loin. Et votre question est tout à fait judicieuse. Moi aussi, comme vous, je constate que le plan militaire, même s'il fonctionne, est presque beaucoup plus facile que le plan politique. Oui. D'ailleurs, Joshua Zarka a très bien dit sur Radio J, l'ambassadeur israélien en France, il a très bien dit, l'objectif c'est le changement de régime ou pousser le régime à se conduire de manière radicalement différente. Ce qui est assez réaliste et beaucoup plus réaliste que le programme affiché par Netanyahou. Mais c'est normal, Netanyahou, il ne ment pas, il est politique, il doit afficher un but qui suscite une adhésion un peu émotionnelle et idéologique. Mais les diplomates comme Zarka ont été beaucoup plus clairs, et Trump lui-même, Pete Hegseth aussi. Donc votre question est légitime, d'autant que je viens de réaliser une seconde interview de l'ancien directeur de cabinet de Reza Pahlavi, le prince, qui même a laissé, il n'est pas contre, mais il a laissé le prince, il n'est plus, c'est un grand professionnel de la communication qui aide les opposants iraniens depuis 40 ans, enfin c'est toute sa vie, donc il n'est pas suspect d'être pro-régime. Et il me disait, comme il est en lien avec toutes les résistances, il y a plusieurs résistances en Iran, les résistances civiques, les bourgeois, les étudiants, mais il y a aussi des minorités, des tribus, etc., des groupes nationalistes, et il me dit qu'il est extrêmement déçu d'une chose, et c'est pas la faute de personne, c'est le problème des guerres. Il dit les retombées des pluies acides sur les populations, des bombardements d'immeubles où il y a forcément, quand vous bombardez un militaire, un terroriste qui se cache quelque part, il y a souvent ce qu'on appelle des dommages collatéraux, et il me dit, il risque d'y avoir un réflexe, je ne dirais pas pro-régime, mais moins mobilisé contre le régime. Un réflexe obsidional, un réflexe, je dirais pas de défense des mollahs, mais en gros, on est quand même bombardé et on a des cousins qui meurent. Et donc, tant qu'il y a ces bombardements qui ne peuvent pas viser, entre guillemets, que le méchant, et c'est impossible, on l'a vu à Gaza, ça n'excuse pas d'un point de vue moral pour ceux qui regrettent les milliers de morts, mais quand vous faites la guerre, quand on a bombardé le nazisme, il y a eu beaucoup de civils qui sont morts. J'ai connu un grand militaire français qui a participé au bombardement de Dresde. Il me disait, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Mais on ne peut pas non plus, même si on dit cela, même si on dit que dans une guerre, il y a forcément des dommages collatéraux, ça, c'est logique de le dire, mais il faut se mettre à la place de la population iranienne. Oui. Et apparemment, cet ancien directeur de cabinet du Shah d'Iran, qui s'appelle Reza Pirzadeh, me disait « Je suis très inquiet de voir que l'Iran commence à un peu gagner la guerre hybride sur la peur sur l'économie, un risque de choc pétrolier si ça va en s'amplifiant, et ça n'a pas l'air de s'améliorer en ce qui concerne le prix du baril et le gaz qatari qui est bloqué, etc. Et si les puits de pétrole s'arrêtent, c'est beaucoup plus lent à remettre en fonction, etc., etc.
Et il me disait, la bataille économique et financière, le risque de montée de la bourse, d'inflation généralisée, et aussi le fait que le régime joue le tout pour le tout, et qu'il va subir encore de nombreux bombardements. Le régime joue sur le fait que le peuple, finalement, se sentira agressé par des bombardements qui sont quand même de facto contre le peuple iranien. Alors, ça, c'est la partie la plus difficile à gérer. C'est toujours l'image. Alors, vous parliez du prince Reza Pahlavi, justement. Par exemple, lui-même, il pourrait être d'une certaine manière le reflet de cette passivité, parce que on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit beaucoup plus présent, beaucoup plus, oui. On va dire, beaucoup plus dans l'action pour susciter, on va dire, le dynamisme et le réveil de oui. son peuple. Alors, par exemple, on ne le voit pas préparer les infrastructures d'un pouvoir alternatif, peut-être dialoguer avec les minorités qui pourraient participer à un futur gouvernement de transition. Ça semble être très vague. Oui. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, vous êtes très bien informé. Moi, je prétends pas l'être, mais mon ami, qui était quand même son directeur de cabinet pendant de très très nombreuses années, me dit que l'une des raisons pour lesquelles il a arrêté de travailler avec lui, et moi je suis pas contre le prince, attention, je fais que rapporter ce que dit quelqu'un parmi ceux qui le connaissent le mieux. Il me disait, il est sympathique, mais il n'est pas très proactif, il a longtemps été un peu dilettante, et encore une fois, c'est pas pour le critiquer, il n'a pas su susciter des rébellions sur place organisées, il n'a pas de parti politique sur place, il ne représente qu'une image qui est effectivement brandie dans les manifestations, mais une image très lointaine qui n'a pas de prise sur la société, qui n'a pas de structure, qui n'a pas de financement interne, qui n'a pas d'opposition, qui ne contrôle ni un parti ni des milices. Ça fait quand même très peu pour prendre le pouvoir. Alors, si on lui offrait le pouvoir grâce à une invasion avec 1 million d'hommes qui débarquent et qui renversent le pouvoir, ok. Mais comme il n'y a pas de plan d'invasion massive, il y a un plan d'envoyer des commandos pour l'uranium enrichi, mais il n'y a pas de plan d'invasion. Le Shah, il voudrait qu'on lui offre sur un plateau un régime, ça va être très compliqué, voire impossible. Et comme il n'a pas de troupes sur place, vous avez raison de parler aussi des différentes minorités. Moi, je suis en lien aussi avec un des leaders du mouvement azéri. Oui. Les Azéris d'Iran, qui sont également proches de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Cet homme habite en Turquie, entre la Turquie et Londres. Il a fait de la prison en Iran, donc c'est pas un type qui est parti quand il avait 3 ans. Il a fait de la prison en Iran ces dernières années. Donc il représente quelque chose de réel à Tabriz et dans l'Azerbaïdjan iranien. Et il me disait, c'est très simple, le Shah d'Iran, on ne veut même pas entendre parler de son nom, puisque son père a rasé Tabriz. Oui, bien sûr. Et je ne le dis pas pour le juger, encore une fois, qu'on me comprenne bien, parce que parfois les gens ils comprennent de manière émotionnelle. Je ne plaide pas pour ce monsieur, il s'appelle Kamrani, c'est un leader azéri. Il me disait, pour les Azéris, la seule dynastie qui compte, c'est les Kadjars qui ont été renversés. Les Pahlavis sont les imposteurs, c'est pas ce que je pense. Et il dit, et même si tous les Azéris ne pensent pas cela, il y en a quelques-uns qui brandissent son image, mais la grande majorité voudra tout sauf un régime Pahlavi. Voilà. Parce que les Pahlavis ont voulu réprimer l'identité azérie, et donc et c'est quand même la plus importante, c'est la plus grosse, c'est la plus prestigieuse des minorités, et elle contrôle en partie les passes d'Aran. Une partie des passes d'Aran, presque la moitié, sont des Azéris. Donc vous voyez, le Shah n'a aucune influence sur les Azéris, bien au contraire, ils vont tout faire pour le bloquer. Ouais. Alors tout cela nous amène à la conclusion, on va terminer notre entretien, c'est-à-dire vers où on se projette, qu'est-ce qu'on peut faire comme pronostic pour les prochaines semaines, à supposer que les armées américaines et israéliennes continuent à pilonner, c'est-à-dire au moins détruire, on va dire, l'essentiel des infrastructures militaires iraniennes. Qu'est-ce que l'on peut envisager comme pronostic pour le peuple iranien ? Est-ce que ce régime va finalement se maintenir ? Ce régime a une forte probabilité de se maintenir, pas longtemps, parce que regardez Milosevic, regardez Bachar al-Assad, même quand ils ont résisté à des bombardements, des frappes, des menaces, des opérations contre eux, ils ne sont pas tombés tout de suite. Même Saddam Hussein, il a mis 13 ans avant de tomber, après la première guerre du Golfe.
Donc, s'il n'y a pas un regime change tout de suite, et si on attend que les Iraniens se révoltent et renversent le pouvoir, ça peut durer longtemps, hein. Il y a beaucoup de Cubains de l'exil qui attendent ça depuis les années 60. Moi, mon pronostic, c'est que le régime a au moins 50% de chances de rester en place, mais il est possible que le pragmatisme de Trump, qui consiste, vous avez vu depuis quelques jours, à associer les Chinois et les Russes. Trump a dit on va même permettre la sécurité d'Ormuz, y compris pour les Chinois. Donc ceux qui disaient l'opération est faite pour couper totalement le pétrole destiné aux Chinois, c'est plus complexe que ça, la géopolitique. C'est pas et même le Venezuela, il y a encore des bateaux qui partent vers la Chine. Le but c'est de contrôler, pas forcément de couper. Donc Trump est malin. Il veut sortir de ce guêpier plus vite que les Israéliens d'ailleurs, parce que pour vous, les Israéliens, c'est vital, hein, c'est existentiel. Vous pouvez pas vous permettre d'avoir un ennemi qui vous atteigne. Pour les Américains, c'est beaucoup moins existentiel, c'est moins vital. C'est un pion. C'est un pion qu'on préfère renverser parce que le Golfe est une chasse gardée américaine. Donc voilà, M. Trump a compris que pour sortir de ce guêpier qui commencerait dans 20 jours à en être un, pourquoi je dis 20 jours? Les stocks stratégiques de pétrole qu'on a libérés avec l'AIE récemment, là il y a quelques jours, c'est à peu près 400 millions de barils. Ça permet de tenir 20 jours en évitant un cataclysme pétrolier. Mais je pense que dans 3 semaines, ça va devenir extrêmement urgent pour M. Trump de trouver une porte de sortie et il ne peut pas y arriver sans les Russes parce que les Russes ont un accord de nucléaire civil avec les Iraniens, avec Rosatom, qui inclut, ça c'est quand même la moins mauvaise nouvelle vis-à-vis de la Russie, les Russes ne veulent pas le nucléaire militaire iranien. Ils coopèrent avec les Iraniens pour le nucléaire civil, mais la condition c'est qu'il n'ait jamais le nucléaire militaire, et les Russes se proposent d'accueillir les 440 kilos d'uranium, ça a été refusé, mais ils le reproposent depuis encore 2 jours, et les Chinois, ils sont nécessaires aussi, parce qu'il n'y a que les Chinois et les Russes qui peuvent dire aux Iraniens, maintenant, arrêtez, calmez-vous, parce que les Iraniens, aujourd'hui, ils font les fiers, il y a des négociations secrètes, et ce sont les Iraniens qui n'ont pas voulu négocier. Ils ont dit, nous, on ne capitulera pas, on ira jusqu'où on puisse aller, et ils n'ont pas encore utilisé les Houthis ni les milices irakiennes, très peu. Oui. Donc Trump, apparemment, a voulu ouvrir un canal de négociation, tout en disant, je vais les faire capituler, et les Iraniens, pour l'instant, résistent, et ils peuvent résister, vous me direz, oui, on va les détruire totalement. Mais comme c'est pas si facile et qu'après il y aura la phase de choc pétrolier ingérable pour la bourse, parce que M. Trump regarde la bourse et le pétrole, le prix du gallon. Donc tout cela indique qu'on a quelques jours encore pour finir le travail. Je pense qu'Israël et les États-Unis vont encore terminer, parce que c'est pas terminé. Les Iraniens ont encore au moins 40% de leurs missiles, ils ont peut-être 30% de leur rampe de lancement, et ils ont des dizaines de milliers de drones aériens, de drones marins. Donc il y a encore du boulot à faire, mais la partie militaire n'est pas en retard. Je pense que d'ici 3 semaines, Trump va tout faire pour trouver une porte de sortie. Qui ne veut pas dire on deal de manière amicale avec les Iraniens, mais un statu quo où chacun pourra dire j'ai gagné. Eh bien, nous allons rester là. Merci beaucoup, Alexandre Delval, géopolitologue, de nous avoir vraiment donné des perspectives, même si elles ne sont pas peut-être obligatoirement, elles ne correspondent pas obligatoirement aux aspirations du départ des Israéliens. Eh bien, de nous avoir donné un peu donc vos pronostics pour ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Nouvel Ordre Post-Occidental, un ouvrage qui est paru récemment. Comment la guerre en Ukraine et le retour de Donald Trump accélèrent la grande bascule géopolitique. On est en train de le vivre, on va dire, de le voir de nos yeux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée et bonne continuation. À bientôt. Merci à vous, au plaisir. Merci. Et nous commencerons cette revue de la presse israélienne de ce matin par le Israël Hayom qui titre sur l'état de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Et le journal annonce en manchette
que Téhéran a à nouveau réclamé des négociations en vue d'un cessez-le-feu, mais les Américains ont immédiatement repoussé cette demande. Ils exigent des Iraniens une reddition sans la moindre condition. Et pour illustrer ce titre, le journal nous montre le chargement de missiles dans un bombardier américain qui est stationné en Grande-Bretagne avant son décollage vers l'Iran, ou en tout cas vers la région. Et en page 2 et 3 du Israël Hayom de ce matin, Sherit Avidan Cohen fait le point sur les principaux fronts auxquels l'État d'Israël est confronté. Elle estime qu'Israël a la grande opportunité de faire tomber le régime iranien, que Tsahal est en activité limitée au Liban et évite de se lancer dans des aventures qu'il ne pourrait pas contrôler. À Gaza, on se demande quand aura lieu le prochain round de confrontation entre Tsahal et le Hamas. Sur le front yéménite, on se demande par contre pourquoi les Houthis ne réagissent pas à la guerre actuellement et on se demande où ils sont passés. Quant à la Judée-Samarie, eh bien là-bas la situation reste stable, mais il y a tout de même une appréhension, la fatigue des forces israéliennes. Enfin, une constatation intéressante de la part de Shahar Kleinman dans le Israël Hayom. À l'heure de vérité, il s'est avéré que l'Égypte était plus proche de l'Iran que d'Israël. Pourquoi ? Eh bien, selon le docteur Yehuda Balanga, parce que tant l'Égypte que la Jordanie redoutent de véritables bouleversements régionaux qui pourraient être l'une des conséquences de la guerre actuelle. La manchette du Yediot Aharonot de ce matin est consacrée à la confrontation de plus en plus aiguë entre les États-Unis et l'Europe. Donald Trump contre l'Europe, c'est le titre qui barre la première page du Yediot Aharonot avec 3 photos. Celle de Donald Trump prise en tenaille entre Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Starmer. Le Yediot Aharonot indique que l'OTAN refuse de participer à une coalition internationale pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Et en sous-titre, le journal explique que Donald Trump est en colère, en particulier contre la France et contre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, parce que ces pays ont annoncé qu'ils n'avaient pas l'intention d'envoyer des bateaux pour favoriser la réouverture ou garantir la sécurité après une réouverture du détroit d'Ormuz. La réaction de Donald Trump ne s'est pas fait attendre. Cela fait des années que nous vous protégeons dans le cadre de l'OTAN et là, vous ne voulez pas vous impliquer dans cette petite démarche que nous vous demandons. Cela risque de vous coûter cher et de coûter cher à l'OTAN. Dixit Donald Trump. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin à propos de la crise actuelle. Dans le Yediot Aharonot, Ben-Dror Yemini parle de l'Iran avec une certaine compréhension. Il écrit dans son éditorial: Téhéran est arrivé prête à la confrontation face aux États-Unis et à Israël. Et au travers de la crise énergétique, elle est en train de faire tourner le monde sur son petit doigt. Et Ben-Dror Yemini déplore les déclarations trop bombastiques, selon lui, de certains responsables, y compris en Israël, face à la guerre contre l'Iran. L'éditorial de Ben-Dror Yemini, il faut le souligner, est intitulé « La puissance de la faiblesse ». Le général Dani Van Biren parle d'une autre forme de puissance, celle d'Israël et de Tsahal, et il écrit ce matin l'approche selon laquelle Tsahal doit être une armée petite et compacte et modernisée, très technologique. C'est avéré après le 7 octobre totalement erroné. Nous avons besoin, et nous le prouvons au cours des dernières semaines, d'une puissante armée qui soit également sage. Ces 2 dernières années ont persuadé qu'Israël avait besoin d'investir plus de moyens dans la défense nationale. Quant à Ron Ben Ishai, il écrit: Trump ne pourra pas terminer la guerre dans une situation où il semblerait que c'est l'Iran qui a le dessus. Quant à Ran Zimet, il se demande dans le Yediot Aharonot: comment saurons-nous que nous avons vaincu dans la confrontation actuelle ? La réponse, selon lui, dépendra de la quantité de moyens dont disposera l'Iran pour frapper Israël au bout de ce conflit. On peut également lire dans le Israël Hayom de ce matin plusieurs analyses pertinentes, comme celle de Boaz Ganor et de Lior Lotan, qui écrivent: le succès de la première frappe il y a 18 jours ne suffit pas. Il faut désormais que la clôture de la confrontation soit tout aussi impressionnante. Cela pourrait être par exemple l'élargissement des accords d'Abraham à plusieurs pays du Golfe Persique qui se sentent menacés par l'Iran et qui ont été concrètement attaqués par le régime des Mollahs. Le général Eran Hortal est très ferme sur la conduite de la confrontation entre Israël et le Hezbollah. Il ne faut pas se contenter de zones de sécurité ou de raids aériens. Il faut détruire le Hezbollah et le forcer à déposer les armes. Et puis ce matin, sur une double page du Israël Hayom, un reportage sur la ville d'Eilat. Une ville d'Eilat qui accueille actuellement des milliers et des dizaines de milliers d'Israéliens qui n'aspirent plus qu'à une seule chose, après 18 jours de guerre: sortir et aller se détendre au bord de mer. Ce qu'il est difficile de faire, il faut bien l'avouer, actuellement à Tel Aviv et sur le littoral israélien. Le journal nous montre donc une photo de plaisanciers israéliens qui sont dans l'eau de la mer Rouge et qui ont la ferme intention d'en profiter, même si ces derniers jours, on a enregistré à Eilat plusieurs alertes.
Et puis toujours dans le Israël-Hayom, un rappel souvenir émouvant. C'était il y a 34 ans, jour pour jour, l'attentat meurtrier contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires. Et ce matin, le journal donne la parole à Dani Carmon, qui était alors diplomate israélien dans la capitale argentine et qui a perdu sa femme, Eliora Carmon, dans l'attentat. 29 personnes ont été tuées lors de cet attentat. Et Dani Carmon rappelle que c'est l'Iran qui avait commandité l'attentat contre l'ambassade. Il rappelle que la guerre actuelle a débuté le 12 Adar, qui est le jour anniversaire dans le calendrier hébraïque de l'attentat contre cette ambassade à Buenos Aires. Et puis, pour terminer cette revue de la presse, impossible de ne pas évoquer la fameuse vidéo d'une petite minute de Binyamin Netanyahou dans un café israélien. Cette vidéo, vous l'avez certainement vue, elle montre le Premier ministre bien vivant avec 2 fois 5 doigts dans ses 2 mains et un café qui fait le buzz. Mais c'est pas seulement Binyamin Netanyahou, vous le savez, qui a fait le buzz dans cette vidéo. C'est surtout la présence de cette très jolie jeune fille israélienne qui était à la caisse lorsque le Premier ministre est arrivé. Les sites d'information se font l'écho de l'enthousiasme que cette jeune fille a provoqué à travers le monde. La vidéo est devenue virale et le patron du café a relaté qu'un média international a même proposé à la jeune fille un avion privé pour aller se faire interviewer aux États-Unis. Certains vont même jusqu'à affirmer que le joli sourire de cette jeune fille a eu plus d'impact à travers le monde que toutes les campagnes contre la résurgence de l'antisémitisme lancées par le ministère israélien de la diaspora. C'est à vérifier. Imaginez, vous êtes en vacances en Thaïlande en train de siroter un cocktail au soleil quand tout à coup, votre téléphone sonne. On vous annonce que votre pays est en guerre. Votre premier réflexe, si vous êtes français, vous appelez votre assurance voyage. Si vous êtes américain, vous cherchez le numéro de l'ambassade. Et si vous êtes israélien, vous cherchez le premier vol retour. Bienvenue dans l'une des particularités les plus fascinantes de la société israélienne. Quand une guerre éclate dans leur pays, les Israéliens qui se trouvent à l'étranger ont un réflexe unique au monde, rentrer. Le 28 février, au déclenchement de l'opération contre l'Iran, 100 000 Israéliens se sont retrouvés bloqués à l'étranger. Désespérés d'être loin de leur famille, certes, mais aussi désespérés d'être loin des bombes. Car pour les Israéliens, la guerre, ça se vit ensemble et ça se vit sur place. Hors de question de la voir se dérouler sur un écran à des milliers de kilomètres. Cette urgence de rentrée, on l'a vue au lendemain du 7 octobre, puis en juin dernier lors de la guerre des 12 jours, et on l'observe à nouveau depuis 2 semaines. Les plus impatients n'ont pas attendu la réouverture du ciel. 25 000 Israéliens ont rejoint le pays par voie terrestre, via l'Égypte ou la Jordanie, bravant les avertissements officiels avec une désinvolture toute israélienne. Et oui, l'appel des missiles, ça n'attend pas. Et pour les autres, il a fallu patienter jusqu'au 6e jour de guerre pour voir le lancement de l'opération Aile du Lion. Des vols de secours vers une zone de guerre, un concept made in Israël. Toutes les compagnies aériennes israéliennes se sont mobilisées pour envoyer des appareils aux 4 coins du monde à une cadence effrénée. En cabine, les annonces des pilotes à leurs passagers donnent la chair de poule. En ces moments riches en sens et en émotions, nous sommes fiers d'avoir le mérite de vous ramener en Israël. À noter que ces vols en temps de guerre représentent un défi extrêmement complexe. Tout est chronométré pour limiter la présence des appareils au sol qui pourraient être la cible de missiles, et les avions sont chargés en kérosène au cas où ils devraient patienter en vol ou être déroutés vers une autre destination. À l'heure où je vous parle, la majorité des Israéliens bloqués à l'étranger a déjà été rapatriés, un véritable exploit. À leur arrivée, ils ont été accueillis par les missiles iraniens et les roquettes du Hezbollah, et pourtant ils affirment « Pour rien au monde, nous ne voudrions être ailleurs ». Alors oui, vouloir rentrer chez soi quand ça brûle, c'est totalement irrationnel, mais ça répond à quelque chose de plus profond que la logique et de plus fort que la raison. C'est l'idée qu'être israélien, c'est un engagement. L'idée que dans les moments difficiles, on est ensemble ou on n'est rien. L'idée que les grandes heures de l'histoire ne se regardent pas depuis un transat à Phuket, mais qu'elles se vivent et qu'elles s'écrivent. Et quand Donald Trump lui-même s'est étonné de ces vols de secours inversés, Binyamin Netanyahou lui a répondu « C'est là le secret de notre force et de notre résilience, notre foi en l'éternité d'Israël. »
Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Milka Selinadré. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes psychologue, clinicienne avec vous et que vous êtes en relation étroite avec One Family, dont on a parlé déjà cette semaine, mais également Yahad Bekesher, qui est une organisation qui s'occupe en particulier des Olim, qui développe des troubles, on va dire, des troubles, des traumatismes liés à la guerre ou pas seulement à la guerre. Mais en tout cas, avec vous, je voudrais que l'on fasse un point sur ces 16 jours de guerre. On rentre dans le 17e jour de guerre. Est-ce que d'abord, il y a eu des manifestations particulières qui sont liées, à ce que nous vivons tous ensemble en Israël, c'est-à-dire la multiplication des alertes, les booms un peu partout à travers le pays, le survol des avions quasiment incessant? Ah oui, ça va pas sans dire. Alors, surtout que ça s'inscrit dans 2 ans et demi de guerre avec beaucoup d'effets psychologiques, hein, malheureusement. C'est un petit peu... Je me souviens... Elie Al-Alouf, le regretté Elie Al-Alouf, disait d'Israël, c'est d'un côté la Startup Nation et de l'autre côté la misère. Avec le fait que psychiquement on ait été aussi embarqué, c'est aussi ces deux effets paradoxaux, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une immense résilience de la société israélienne qui continue à fonctionner, et de l'autre, il y a énormément d'impact psychologique. Le rapport du Mevaker Hamedina, c'est-à-dire du contrôleur d'État, faisait état de plus de 30% de troubles psychiques sévères dans la population. Et on n'a pas tout le temps la possibilité de le traiter. C'est-à-dire que l'accès aux soins est une véritable question. Donc, on se retrouve dans une position où on peut réfléchir ensemble, si vous voulez, Daniel, à qu'est-ce qui fait qu'il y a cette fameuse résilience dans la société israélienne et qu'est-ce qui fait que certaines parties de la société, par contre, sont extrêmement impactées. Alors évidemment, vous en avez parlé avec Auriella hier, il y a des facteurs qui sont des facteurs de fragilisation, comme le fait d'avoir déjà été touchés. Je pense aux familles d'otages ou des familles qui ont été déjà très éprouvées par la guerre, ayant connu des attentats ou des soldats qui auraient été dans des opérations très difficiles, les personnes déplacées qui sont aussi beaucoup plus fragilisées. On imagine l'impact que ça peut avoir d'avoir eu sa maison détruite et psychiquement, c'est d'une grande violence. Et donc, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus à même de développer des troubles. On le voit moins, mais aussi beaucoup les personnes isolées. Parce qu'il y a un facteur très fort dans le terrorisme et dans la guerre psychologique qui est moins visible que celui de la sidération, qui est de justement ressentir qu'on est seul et qu'on est extrêmement coupé de son entourage. Et donc, un des facteurs de la résilience, c'est d'être ensemble. Et ça, c'est marrant parce que les études le montrent. Les gens qui sont dans les mamades des maisons ont une moins bonne résilience que ceux qui descendent dans les miklatim où il y a beaucoup de monde et du coup on est embarqué par le fait d'être plus léger, de la plaisanterie qui règne dans les lieux et d'être en lien, fait qu'on est beaucoup plus protégé psychiquement que quand on reste seul ou simplement dans une petite cellule familiale à l'intérieur du mamad. Donc alors ça, c'est intéressant, comme conclusion, mais moi, je voudrais vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas, même chez les gens qui sont résilients, hein, qui apparemment ont fait la fête à Pourim dans les abris publics, comme on les a vus, on a vu toutes ces images, est-ce qu'eux aussi, même lorsqu'ils ont l'air d'aller bien, en leur fort intérieur, ils développent des symptômes de post-trauma? Alors, c'est compliqué parce que les symptômes de post-trauma, ce sont des symptômes qui sont des symptômes entre guillemets normaux de réaction au stress qui deviennent pathologiques s'ils durent une fois que la menace est partie. Oui. Plus d'un mois après. Donc il est normal quand on est en position d'être exposé, d'être dans une forme d'hypervigilance qui nous met tous à fleur de peau.
d'avoir du mal à s'endormir, d'avoir des compulsions au niveau de la nourriture et de développer des addictions. Ça peut être ceux qui arrêtent de manger comme ceux qui vont avoir, c'est physiologique, hein, l'exposition au stress fait qu'on ne fonctionne pas comme on le fait habituellement. Maintenant, vous et moi, par exemple, les personnes qui sont dans des professions qui sont tenues d'être en permanence au contact de la menace, soit par le fait qu'ils sont des psychothérapeutes qui vont avoir des récits en permanence toute la journée autour de ce qui est traumatisant, et vous qui êtes rivés à l'information, on est plus exposé que les autres à développer des troubles. Mais on arrive à le contenir par plusieurs façons, qui est c'est une expérience en fait d'appréhender le réel et d'appréhender le monde en essayant avec une volonté forte de ne pas céder à la paralysie engendrée par la peur. C'est-à-dire que se mettre en mouvement, ne pas céder à la sidération, c'est une façon de réagir à la menace qui provoque la sidération et l'isolement. Donc le fait d'être, en évitant la sidération et le repli, on se maintient dans un seuil, je dirais, infrapathologique. Oui. Ça devient problématique quand effectivement on n'arrive plus à fonctionner. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus à fonctionner ? Par exemple, c'est trop d'exposition aux écrans. Ça va être d'amplifier le mouvement de la peur au lieu d'essayer de le ralentir. C'est de répéter. Par exemple, il y a eu une azaka, on a eu peur, quelqu'un rentre dans le miklat et va répéter de façon comme ça, forcée. « Ouah, j'ai vu ça, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. » Et à ce moment-là, la peur, c'est une sensation c'est une émotion qui a pour caractéristique d'enfler, elle gonfle toute seule, et d'être contagieuse. Un peu comme un fou rire. C'est-à-dire que si quelqu'un prend un fou rire au bout d'un bus, vous ne savez pas de quoi il rit, mais au bout d'un moment, il y a une forme de contagion de l'émotion. C'est pareil. Donc ça, il faut délibérément avoir une démarche de rompre l'effet de la peur et de la contagion de la peur, et du côté qui enfle de la peur. Alors, en rire, c'est très bien, par exemple, ça casse l'effet de la peur. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre en disant « ouais, j'ai eu peur » et qui commence à en rigoler, tout le monde, même les enfants, arrêtent d'avoir peur dans le miklat. Si par contre on fait enfler et qu'on laisse quelqu'un faire une crise d'attaque panique, alors à ce moment-là, oui, c'est compliqué parce que ça se diffuse. Oui. Donc il y a une forme de maîtrise fine, j'allais dire, de cette guerre psychologique, en ayant conscience de comment on est attrapé par la volonté de l'ennemi, qui consiste à nous sidérer par la peur et à nous isoler. Je reviens là-dessus. Il faut rester en lien. Concrètement, ça voudrait dire prendre l'habitude de rompre avec cette dépendance, par exemple, aux écrans, pour pouvoir être capable, par exemple, de raccrocher, de laisser son téléphone pour pouvoir appeler un ami, au lieu de rester sur les informations qui sont anxiogènes, et de créer du lien et du mouvement. Alors, est-ce qu'il y a aussi des phénomènes, par exemple, dans le cas de la guerre que nous vivons actuellement, qui font que, par exemple, parce qu'on le sait, il y a des personnes âgées qui n'ont pas la capacité de descendre dans les abris, s'ils n'ont pas de mamad, eh bien, ils restent chez eux, ils se rapprochent peut-être de la porte d'entrée, mais ils savent qu'ils ne sont pas véritablement protégés. Est-ce que finalement, est-ce que le fait de continuer à vivre normalement, sans avoir besoin de descendre dans les abris, sans avoir besoin de rentrer dans un mamad, finalement, ça atténue une sorte de traumatisme possible de ce conditionnement dans lequel on évolue ? C'est compliqué, c'est compliqué. Parce que oui, pour une personne âgée, et pour toutes les personnes, hein, parce qu'il y en a beaucoup en Israël, qui n'ont pas accès à des lieux protégés. Oui. C'est à double tranchant. Soit ça crée une sensation de panique et les gens se sentent ultra exposés, surtout avec l'exposition aux images qu'on a via les médias. On voit des personnes qui sont touchées dans leurs appartements. Donc, il y a une conscience beaucoup plus fine de la menace. Donc oui, de ce que je vois sur le terrain, les personnes
renoncent parfois par fatigue ou par risque sur le chemin, parce que le risque d'accident sur le chemin vers le Miklat, quand on a 7 étages à descendre par exemple, ou quand il n'y en a pas, c'est peut-être plus dangereux même que le risque de missile. Donc il y a un choix qui se fait, ou une maman qui doit se lever la nuit et prendre plusieurs enfants et traverser plusieurs routes pour aller jusqu'au Miklat. Des fois, il y a une forme d'épuisement psychique aussi qui fait que les gens ne vont plus, mais ça reste une exposition. Donc les gens ne sont pas complètement dans le déni. Ils savent très bien que, mine de rien, le fait de ne pas y aller engendre une grande culpabilité ou la sensation de quand même se surexposer, ou la sensation d'avoir été abandonné par l'État qui n'a pas mis à disposition, par exemple pour des personnes âgées, le mamad nécessaire à proximité. Et ça, c'est important. Hein. Il y a dans le fait de pouvoir développer des troubles, il y a aussi la sensation de gagner ou pas la guerre. Parce qu'effectivement, quand on va vers une guerre sur laquelle on a la sensation d'être en train de prendre le pas, psychiquement, ça a un effet positif, qui est beaucoup moins violent que, par exemple, ce qu'on a eu après le 7 octobre, qui était le trauma du 7 octobre, plus le trauma généré par l'identification aux otages, qui était extrêmement violent, qui était une guerre psychologique très forte. Le fait que les otages soient rentrés a soulagé une grande partie de la population et continue à soulager d'une forme de guerre extrêmement justifiée et qui pourrait amener la fin du terrorisme au Moyen-Orient, concrètement. Oui. Ce qui serait une immense victoire. Donc on est tendu psychiquement vers la sensation que on arrive peut-être au dénouement d'une guerre qui dure depuis la création de l'État, même avant. Donc il y a un effet extrêmement fort de la puissance de cette guerre qui serait potentiellement, je nous le souhaite, la fin du terrorisme, et de l'autre, un épuisement psychique du fait d'une grande exposition sur les derniers mois. Je voudrais reprendre un chiffre qui a été amené par l'organisation. Il nous reste vraiment une petite minute, voilà. L'organisation Natal, qui travaille aussi, qui reçoit des appels de personnes directement sur le terrain, et qui disait qu'il y a une forme de glissement des appels qui sont plus des appels de trauma, mais plutôt de dépression et de solitude. Et je pense que au fur et à mesure que la guerre dure, donc là il y a une histoire d'usure et de capacité à éviter la sidération et le repli, et qu'il faut aller vers les autres et créer du mouvement, s'éloigner des écrans, aller vers l'autre, rester en mouvement, ce que les Israéliens ont acquis de façon presque automatique à la suite des différentes guerres, c'est de vraiment ne pas céder à la paralysie de la peur et aller contrer l'isolement. Aller vers les gens qui sont trop seuls, faire des groupes, essayer de se mettre en mouvement en groupe. Et donc c'est aussi une forme de lutte et de thérapie pour surmonter, on va dire, ces traumatismes ou ces post-traumatismes. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Oui, vraiment, ça fonctionne comme tel. Voilà, merci beaucoup Milka d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir éclairé sur ce dossier qui est extrêmement important, qui nous concerne tous, on va le dire, ceux qui, on va dire l'ensemble de la population israélienne est bien entendu à l'écoute de ce genre d'informations, et c'est important de s'en informer, de s'informer justement de ce qui ressort de ces traumatismes et de la manière dont on peut... En groupe. Voilà, rester en groupe. Voilà, on a bien résumé d'une certaine manière. Rester en groupe, ça peut aider. Ça peut aider. L'union fait aussi la force dans ce cas-là. Merci beaucoup, Milka, d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Je vous en prie. De bonnes nouvelles. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Dov Maimon. Dov, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin, chercheur au JPPI. On a bien besoin de votre éclairage pour en savoir plus sur un angle qui nous préoccupe, bien entendu, la résurgence de l'antisémitisme autour de la guerre déclenchée donc il y a maintenant 18 jours. Est-ce que véritablement, comme l'affirment certains articles, certains dossiers, on assiste à une résurgence de l'antisémitisme, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, autour de ce conflit? Alors, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je voudrais distinguer 3 formes d'antisémitisme. La première, c'est l'antisémitisme de violence, les agressions, les menaces, les attaques contre les institutions juives. La deuxième, c'est l'antisémitisme d'atmosphère,
un climat culturel et politique qui banalise ou relativise la haine anti-juive. Et la troisième, plus insidieuse, c'est ce que j'appellerais l'inattention silencieuse, quand les institutions ou l'espace public laissent passer certaines choses sans réaction claire. Les trois dimensions se renforcent mutuellement, la violence nourrit la peur, l'atmosphère banalise la haine, et l'inattention donne le sentiment que personne ne protège vraiment. Alors au niveau depuis le 28 février, en fait, selon le Combat Antisemitism Movement, les incidents antisémites dans le monde ont augmenté de 34% dans la semaine qui a suivi le début de la guerre, avec 154 incidents recensés, dont 73 directement liés au conflit avec l'Iran. Et en ligne, l'organisation CyberWell observe une explosion de certains slogans antisémites, par exemple Haïba Haïba Ya Yahoud, qui est passé de 53 messages à 950, une hausse de 1700%, et d'autres messages sur Hitler, etc. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'une perception communautaire, c'est une dynamique objectivable. Donc la première forme, c'est l'antisémitisme de violence, elle est plus visible, c'est la violence. On a vu des attaques contre les synagogues, institutions juives, menaces terroristes, agressions physiques. Ces dernières semaines, on a vu une série d'attaques contre des cibles juives. On a vu une explosion contre une synagogue à Liège le 9 mars, une synagogue dans le Michigan le 12 mars, une explosion contre une synagogue à Rotterdam le 13 mars, contre une école juive à Amsterdam le 14 mars, presque. Quand une école juive doit penser sécurité avant pédagogie, c'est déjà le signe que quelque chose ne va pas dans une société. Voilà, alors, ça c'est pour l'antisémitisme. L'antisémitisme de violence, la première des choses, celle qui nous fait évidemment le plus peur. Alors et pour les autres, il faut supposer aussi que cet antisémitisme plus latent, qui s'exprime, on va dire, de manière plus insidieuse, il est aussi extrêmement présent. Absolument. Donc c'est une violence, mais ce n'est qu'une partie du problème, parce qu'il existe un antisémitisme, c'est un climat dans lequel certaines idées ou certains slogans deviennent socialement tolérables. Les slogans antisémites dans certaines manifestations, banalisation de slogans pro-Hamas ou pro-Hezbollah, voire pour soutien au régime d'Iran, tout ça, ça passe et personne ne dit rien. C'est aussi quand les gens vont porter plainte au commissariat pour l'antisémitisme et que la police dit oui, oui, oui. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est l'inattention silencieuse. Ça veut dire, ce qui se passe, c'est que les victimes portent plainte, mais le sentiment que rien ne se passe, ça n'importe personne. C'est-à-dire que les gens vont voter pour le LFI. Voilà, alors justement. Alors qu'ils se disent, mais ils sont contre. Oui, mais c'est pas vraiment notre problème. On a d'autres sujets beaucoup plus importants en France. Alors justement, j'avais le mot de LFI sur la bouche. Je voulais justement savoir, par exemple, les déclarations de Mélenchon de ces dernières semaines sur Epstein et les noms à consonance juive. Comment dans quel cadre vous les classeriez à votre avis? Alors, voilà, c'est à la fois d'atmosphère, puisque tout à coup, ça devient bon ton, ça devient cool, ça devient chic de critiquer les Juifs, de dire que les Juifs sont au pouvoir de partout, que les Juifs sont le problème, que l'État d'Israël est le problème dans le monde, au lieu de dire qu'Israël est en train de régler le problème et ce que les Libanais appellent les Israéliens à dégager le Hezbollah et que les Iraniens appellent Israël à dégager le régime des Mollahs, et les gens se disent non, mais finalement c'est Israël le problème, c'est toujours facile, on est dans une situation qui est très compliquée où les gens ont perdu leurs repères, sont dans une situation où ils voient plus tellement leur avenir, ils peuvent plus donner à leurs enfants ce qu'eux-mêmes ont reçu de leurs parents, donc ils sont vraiment perdus, ils sont saturés d'informations et en même temps aucune capacité d'organiser tout ça. Et donc ils cherchent à être une position morale, d'être dans le camp du bien. Et le camp du bien, ça se crée un camp évidemment avec un ennemi commun. Et l'ennemi commun, naturellement, c'est souvent le juif. Donc on a une situation qu'on connaît bien malheureusement. Et donc quand monsieur Mélenchon fait des insinuations antisémites, évidemment c'est de la politique pour avoir des voix. Il a montré qu'à Saint-Denis ou alors à Marseille, on peut gagner aussi des voix de cette forme-là, mais évidemment, c'est quelque chose qui est pour les Juifs. Donc, c'est à la fois une atmosphère, plus que tout à coup, c'est cool d'être contre les Juifs. Et deuxièmement, c'est que les gens se disent, écoutez, ce qui est en train de passer aux Juifs, on a d'autres problèmes plus importants en France. Donc, c'est finalement, ça fait partie de dernières catégories qui entraînent, évidemment, la violence. Une fois qu'on a vu ça, on a compris que c'est pas par hasard que les gens se donnent l'autorisation, la légitimation de pouvoir agresser les Juifs un peu partout dans la rue. On a vu des sondages où on a plus de 50% des gens qui pensent que c'est normal de pouvoir attaquer les Juifs pour ce que fait Israël, des choses absolument inacceptables. Donc on a un antisémitisme qui est en train de gonfler quelque part.
Mais on peut aussi avoir des formes d'espoir, on en parlait un peu hors antenne juste avant, Daniel, tout à fait. Donc on peut penser que les choses peuvent changer dans un autre sens. Hein. Alors ouais, on va voir comment les choses peuvent changer dans un autre sens, mais avant tout, je voudrais savoir comment ça se traduit en particulier dans les communautés juives, que ce soit aux États-Unis ou en France en particulier. Je sais que par exemple, tout à l'heure, il doit y avoir un premier grand rassemblement à Paris de soutien à l'État d'Israël. Comment les communautés juives s'organisent autour de cette guerre et comment elles réagissent justement à cette résurgence de l'antisémitisme? Voilà, on a vu quelque chose d'assez intéressant ces dernières semaines, c'est que même les Juifs qui étaient assez loin ont eu le sentiment quand même que tout à coup, pour Gaza, tout le monde s'est levé. Nous sommes tous les enfants de Gaza, ce qu'on a crié à Saint-Denis le soir des élections. Mais et d'un autre côté, ils ont vu que personne ne dit rien pour les 30 000 ou 40 000 ou 50 000 Iraniens qui se font assassiner. Et donc on se dit, il y a quand même quelque chose qui est brut, qui est violent, qui est quelque chose qui est inacceptable. Et donc les Juifs se sentent à la fois maintenant une situation où ils sentent qu'il y a un ennemi, mais ils savent qu'ils ont raison. Et ça, c'est quelque chose où ils rejoignent totalement les Israéliens. C'est-à-dire, on se dit, tout le monde est peut-être contre nous, mais c'est pas grave parce que nous, on sait qu'on a raison. On ne doute pas. C'est-à-dire, l'important, ce qui est en train de se passer dans la communauté juive, c'est que les Juifs de France notamment, et les Juifs des États-Unis aussi, sont en train de se dire, peut-être que les gens sont contre nous, mais nous, on sait que c'est nous qui avons raison. C'est nous qui défendons la démocratie, la paix et la justice. Et que ces gens qui sont contre nous sont des gens qui sont mal dans leur tête. C'est eux qui sont mal dans leur tête, c'est pas nous. Alors qu'on avait avant un sentiment où on disait, peut-être que c'est eux qui ont raison, peut-être qu'Israël commet un génocide. Les gens savent aujourd'hui que c'est pas un génocide. Ils savent que c'est les gens qui ont des intérêts. Ça peut être le Qatar, ça peut être l'Iran, ça peut être des intérêts politiques, des gens qui sont achetés, des journalistes qui sont achetés, des politiciens qui sont achetés, etc., qui vont dire des choses contre les Juifs ou qui n'ont pas envie de s'occuper de ce qui se passe pour les Juifs. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond parce que les Juifs, eux, se réveillent. Et la manifestation qu'on va voir aujourd'hui en France, elle va dans ce sens-là. C'est une manifestation qui montre que les Juifs ne se laissent pas abattre. Ils ne vont pas laisser passer l'antisémitisme en France. Ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est quelque chose qui est en train d'avoir un changement dans la tête des gens. Et au niveau géopolitique, Daniel, ce qui est important à savoir, c'est qu'au niveau géopolitique, si Israël réussit à faire tomber le régime des mollahs, la monarchie en Iran, alors c'est la tête du serpent qui nourrit tout cet antisémitisme mondial dans les universités, dans les médias, avec AJ+, etc. Donc ça veut dire qu'il est possible que la chose se transforme. On va passer d'un moment où on a une haine contre les Juifs à un moment de soutien et d'admiration envers l'État d'Israël qui les aura libérés. On est dans une situation très, très importante. On est en train de vivre un moment historique et ça c'est important. Les gens ont peur eux-mêmes. Alors justement, je voudrais... On sait tous qu'on est en train de vivre un moment historique. Alors justement, sur ce moment historique, on le sait, vous le savez mieux que moi, après la guerre des 6 jours, qui était aussi un grand instant historique, on a vu un réveil, on va dire, de l'Aliyah de France en particulier. On va dire quasiment l'Aliyah de France, elle a véritablement pris son élan seulement après la guerre des 6 jours, et elle était portée par ce mouvement, on va dire, de ce sentiment messianique, de dire on est dans une véritable période de l'histoire, la reconquête de la vieille ville de Jérusalem, du Kotel, du mur occidental, tout cela de Hebron a réveillé beaucoup de Juifs de France sur le plan spirituel. Est-ce que là aussi on est dans une dimension, dites-moi si je me trompe, où on compare ce qui s'est passé, le fait que la guerre ait débuté le jour du Shabbat Zachor, alors que on aspirait à la destruction d'Amalek et que l'on se dirige aujourd'hui vers la fête de Pessah qui est la délivrance, on va dire, la plus dévoilée de l'histoire du peuple juif. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, il y a dans la communauté juive des rabbins, des leaders qui prennent la dimension, on va dire, historique et biblique de cette période et qui disent « il faut y aller, c'est le moment de monter en Israël ». Alors tout à fait, il faut faire la différence entre le moment où la personne prend conscience de ce qui est en train de se passer, va pouvoir réaliser ce qu'elle veut faire. Alors, au niveau de la conscience, je crois que la conscience est largement, d'après nos sondages, d'après tout ce qu'on a dans les différents panels qu'on a aux États-Unis, en France, en Australie, et en France on n'en a pas, mais en Australie, au Canada, en Angleterre, ce qu'on voit, c'est que les Juifs sont conscients qu'on est en train de vivre quelque chose qui est important. Ce qu'il faut rajouter en France, c'est quelque chose d'autre, c'est qu'en France, on a aussi une sensation que la France
France est en train de s'enfoncer au niveau économique, au niveau politique, au niveau culturel, dans une situation de dégradation. Et ça fait à la fois, c'est les facteurs répulsifs et les facteurs attractifs. C'est-à-dire qu'on a tout à coup, en Israël, l'histoire est en train de s'écrire. En Israël, on peut marcher droit et on peut faire ce qu'on a envie. D'un côté, en France, on est obligé de se cacher et de cacher son judaïsme. Donc on a cette conjonction des deux facteurs. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est quand les gens vont pouvoir réaliser. Alors en ce moment, c'est la guerre en Israël. C'est un peu difficile de penser qu'on va vraiment bouger, mais je crois que de plus en plus, et je crois que s'il y avait encore il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, des gens qui pensaient que nos petits-enfants pourront encore vivre en France, eh ben ça devient complètement impossible. Il y a de moins en moins de gens qui pensent que la France va, dans une situation, elle va se remonter et retrouver sa place parmi les grands acteurs de la géopolitique mondiale. On a vraiment l'impression que la France a décidé d'une forme de suicide, et c'est pourquoi les Juifs comprennent que dans un cas de situation de dégradation tellement importante, les Juifs n'auront plus leur place. Et ça devient quelque chose qui est presque évident autour des repas de Shabbat, aux repas de fête, et tout le monde va en parler pendant le soir du Seder. Les gens vont se dire, mais où on doit aller, comment on doit partir. Évidemment, l'endroit où on peut aller, l'endroit où l'histoire se joue, c'est en Israël. Ça aussi, tous les Juifs de France le savent. Ils savent que personne ne les attend à New York ni à Londres aujourd'hui. C'est pas des endroits où les Juifs ont envie d'aller. Alors il faut que les choses sont en train de s'écrire. Peut-être que c'est un mouvement aussi métahistorique qui vient de l'extérieur, mais ce mouvement-là est extrêmement clair. Ce qu'on voit dans les sondages, ce qu'on voit dans les interviews qu'on fait au quotidien, ce qu'on voit chez les leaders du peuple juif à travers le monde entier, c'est que l'histoire est en train de s'écrire et que peut-être, mais il faudrait vraiment avoir une victoire. Si vraiment le régime iranien tombe, alors c'est là qu'on aura la démonstration que tout est possible. On va rentrer en Israël dans une grande phase d'attaque du Hezbollah. On va voir si c'est des choses, c'est assez risqué en soi-même. Mais si ça marche, alors évidemment on aura changé l'histoire. Le peuple juif rentre dans la grande histoire. L'État d'Israël est le bras séculier du grand histoire du judaïsme qui est en train de rentrer dans l'histoire du peuple juif. Et les juifs le sentent, on est en train de vivre un grand moment. Ça va être difficile peut-être pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, mais c'est quelque chose qu'on est en train d'avancer. Et c'est l'histoire qui s'écrit. Ce qu'on a lu dans les livres, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. On a, grâce à Dieu, aux commandes des gens qui sont capables en Israël, et c'est des choses qui sont le plus importantes pour nous. Le peuple juif est solidaire, que ce soit en Israël ou en diaspora, les juifs sont assez sur la même longueur d'onde, on ne l'avait pas avant, notamment pour la guerre avec l'Iran. On a tout à coup, les juifs de diaspora et les juifs d'Israël sont sur la même ligne en disant nous voulons faire tomber le régime des mollahs et libérer les Iraniens, sauver les Iraniens et sauver le Moyen-Orient pour écrire une nouvelle donne du Moyen-Orient où tout à coup on aura la paix et la justice et la sécurité pour tous et la stabilité pour pouvoir mieux réussir et prospérer. Merci beaucoup, Dr Dov Maimon, de nous avoir éclairé donc sur ce sujet préoccupant de résurgence de l'antisémitisme autour du conflit actuel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation, Dov. On reste en contact pour avoir toujours vos appréciations éminentes et particulièrement passionnantes. À bientôt.